Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning, le renouvellement de l'embargo sur les armes dans la région du Darfour au Soudan a été validé pour un an mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU avec un vote à l'unanimité. Pour en savoir davantage sur la portée de cette résolution, nous sommes en direct avec Hassan Saoud, expert en sécurité et stratégie. Bonjour Hassan Saoud et merci d'être avec nous. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Très bien. D'abord, quelle est l'importance de ce vote onusien? Permettra-t-il à mettre fin au conflit et remettre le Soudan sur la voie de la stabilité? Vous évoquez à juste titre la résolution 2750 qui a été votée à l'unanimité sur la restriction des arrivées des armes au Soudan. C'est comme vous l'avez dit, pour assurer la stabilité, mais ça reste pour moi une déclaration d'intention. Quand on décrète une restriction d'arrivée des armes ou un embargo, on doit avoir les moyens de l'appliquer. Or, en l'espèce, je ne pense pas qu'il soit possible de le faire. Pourquoi? Parce que il y a un voisinage qui est concerné, il y a des ingérences étrangères et même si on les exhorte, même si on exhorte les ingérents de mettre fin à ce renforcement capacitaire des parties en conflit, je pense que l'application reste difficile. Nous sommes dans une guerre entre deux anciens alliés qui ont fomenté un coup d'État contre l'ancien président Bachir et qui, 2 ans après, se trouvent être des adversaires dans une guerre fratricide mortelle et avec toutes les conséquences humanitaires dont peut-être on parlera. Vous venez de le dire, le Soudan est en guerre et sur le terrain, les combats se poursuivent. Les paramilitaires contrôlent l'état de Sennar au sud-est du pays. Ils contrôlent également une partie de la capitale ou encore le Darfour. Est-ce à dire qu'ils ont l'avantage sur le terrain dans cette guerre? Madame, je vais vous la faire courte. Nous sommes dans une guerre sans vainqueur. Les uns et les autres réalisent entre guillemets des succès guerriers sur le terrain, mais qui ne sont pas déterminants dans l'issue de cette guerre fratricide. Mais l'afflux des armes constitue une façon de prolonger cette guerre fratricide et je pense que c'est l'enjeu essentiel, mettre fin à l'arrivée des armes et des munitions au profit des deux acteurs dans le conflit. Et donc, je pense que, encore une fois, on ne peut pas décréter sans avoir les outils de contrôle et des outils de sanction. La guerre au Soudan s'enlise, la victoire d'un des deux camps semble donc impossible. La seule solution est-elle militaire ou passera-t-elle nécessairement par des négociations? Il faut toujours privilégier la voie diplomatique. Nous avons assisté à des rounds de rencontres Arabie Saoudite, États-Unis et le dernier en date, celui d'El Manama. Mais je pense que les positions des uns et des autres ne permettent pas, valeur aujourd'hui, à réaliser une réconciliation et une stabilité dans le pays. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que deux crocodiles ne peuvent pas vivre dans le même marigot. Je pense que en l'espèce, le Soudan est un cas réel. Nous sommes entre deux ambitions. Vous avez évidemment les forces armées soudanaises qui est l'armée régulière avec un gouvernement, et vous avez les forces de soutien rapide de Hmeti. Nous sommes dans la volonté d'assurer des destins
mais qui vont à l'encontre des intérêts de la population soudanaise, qui est la plus grande victime au regard de la situation humanitaire très dégradée. Si je vous donne, par exemple, quelques indications, depuis 2023, depuis 16 mois exactement, nous sommes à plus de 150 000 morts. Nous sommes à 20 millions, à 25 millions 8 millions de déplacés, dont 2 millions et demi dans les pays du voisinage. Nous sommes avec quelque chose comme 25 millions de population affamée, en manque de soins. Nous sommes dans à peu près 190 000 enfants en âge de scolarité qui sont déscolarisés. Vous avez des infrastructures sanitaires complètement dégradées et vous avez évidemment le spectre de la famine qui a été dénoncé aussi bien par l'UNICEF, par les Nations Unies, par Médecins sans frontières et toutes les organisations internationales. Aujourd'hui, je pense que c'est un conflit qui est appelé à durer. Si on ne désigne pas les ingérents et si on ne sanctionne pas les ingérants et qu'il faut les nommer. Parce que, vous savez, dans le voisinage, qui est censé contrôler ou interdire l'arrivée des armes, si vous n'êtes pas dans l'impartialité et dans l'objectivité, l'opération est vouée à l'échec. Et donc, nous voilà dans une situation qui a des risques géopolitiques régionaux importants sur les pays voisins et ça ajoute à une conflictualité déjà exacerbée en Afrique et nous voilà dans un continent affaibli, conflictuel et c'est tout le développement de notre continent qui en pâtira. Monsieur Hassan Saoud, selon vous, qu'est-ce qui pourrait permettre d'amener les belligérants à la table des négociations? Jusqu'à présent, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Il ne faut pas, dans la diplomatie, il ne faut pas fermer les portes, il faut rester ouvert. Je pense que des initiatives dans le voisinage, Égypte, Arabie Saoudite, Tchad, et pas mal d'autres pays arabes, évidemment, avec les puissances ou les membres du Conseil de sécurité, qui doivent avoir cette capacité d'obliger les deux parties en conflit à une négociation. Et en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais la position des uns et des autres, qui croient tous les deux que c'est l'issue de la guerre, un vainqueur et un vaincu, qui permettra si vous voulez, des négociations. Mais là, de mon humble avis, on en est encore loin. Vous venez de l'évoquer, la situation humanitaire selon l'ONU, les combats entre l'armée soudanaise et les rebelles des forces de soutien rapide ont forcé 9 millions de personnes à fuir leur foyer. Une grande partie de la population souffre désormais de faim aiguë. Quel sera l'impact de cette guerre au Soudan dans la région ? Eh bien, vous savez, un conflit de cette dimension-là rejaillit sur le voisinage. Vous avez des réfugiés au Tchad, en Égypte, au Soudan du Sud, etc. Et tout ça crée des mouvements, avec une possibilité qu'il y ait une dégénérescence sur le voisinage immédiat et au-delà. Et évidemment, encore une fois, c'est l'ingérence étrangère qui exacerbe ce conflit. Et la situation humanitaire que vous décrivez, on sait aujourd'hui que la communauté humanitaire a subi des morts, des blessés et a suspendu l'aide. Et donc nous sommes à un point où si il n'y a pas, malheureusement, il y a toujours des trêves interrompues. S'il n'y a pas de trêve durable pour permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux populations sinistrées, je pense que ce pays ami sera très affaibli et aura des conséquences néfastes sur la population
si j'y ajoute évidemment tout ce qui est inondation, tout ce qui est destruction d'infrastructures agricoles, barrages, etc., vous avez là un lot de malheurs que ne mérite pas ce grand pays quand même d'Afrique et du monde arabe. Une dernière question. Le Soudan a rejeté un récent rapport d'experts de l'ONU appelant au déploiement d'une force impartiale de protection des civils. Comment expliquer ce rejet? Je pense, madame, que la meilleure solution, ça serait justement cette unité de contingent d'interposition des Nations Unies pour essayer de garder des zones de non-conflit, même si, malheureusement, le conflit aujourd'hui est éparpillé dans la géographie soudanaise. Ça complique un peu la chose, mais je pense que c'est une proposition assez utile. Encore faudrait-il que les acteurs de ce conflit, qui sont dans des postures vraiment contradictoires, ne le permettraient pas, mais il faut avoir des moyens de pression pour qu'une unité, qu'un contingent, si vous voulez appeler d'interposition, ce sera la solution la moins négative. Hassan Saoud, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et stratégie. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation.